Donc c'est ça, je suis Philippe Séguéla, professeur de neurosciences, à l'Institut neurologique de Montréal, département de neurologie de McGill. Je travaille sur la douleur, je suis membre du McGill Pain Center ou Alan Edwards Center for Research on Pain. C'est ça, je suis présenté en français, je vais essayer en tout cas, on n'est pas habitué à présenter en français. Et après l'introduction excellente de Gabriel sur le contexte neurologique de la maladie de Parkinson et la douleur. Moi, je vais parler de mécanismes cellulaires et moléculaires qui pourraient expliquer, qui pourraient contribuer à une explication au moins de la prévalence de la douleur chronique chez les patients parkinsoniens. Évidemment, la douleur, c'est une perception corporelle. Il y a différents endroits du corps, ou même les viscères qui peuvent faire mal, les articulations, etc. Mais on sait que il y a des récepteurs particuliers, il y a des cellules particulières qui sont spécifiques pour détecter les problèmes en périphérie. On a contribué nous-mêmes d'ailleurs à identifier des canaux, des récepteurs qui sont impliqués dans la détection de ces problèmes périphériques, que ce soit en inflammation, en traumatisme ou en problème de cancer, de tumeur ou en ischémie. Et le signal douloureux est propagé au système nerveux central, au cerveau, par l'intermédiaire de la moelle épinière. C'est une synapse particulière de projection. Mais on sait que no brain, no pain, on sait que la douleur, finalement, est perçue dans le cerveau. Il faut un cerveau. En dehors du cortex somatosensoriel, qui est évidemment nécessaire pour discriminer le type de douleur. Il y a aussi le côté affectif, le côté émotionnel de la douleur qui est important. Et pour ça, on a identifié, je parle de la communauté scientifique en général, a identifié des régions qui sont très importantes pour cette perception complète de la douleur. Et mon talk aujourd'hui, ma présentation va parler principalement d'un cortex particulier, préfrontal, qui s'appelle le cortex cingulé antérieur, en anglais ACC, qui a été identifié avec des expériences d'imagerie cérébrale chez l'humain, comme une des régions les plus activées en relation avec la sévérité de la douleur, en relation avec la négativité de la douleur. Et c'est une des régions qui est de plus en plus étudiée au niveau expérimental parce qu'elle fait partie des régions clés pour la régulation top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, qui permet de filtrer l'information qui vient de la périphérie au niveau de la moelle épinière. Donc, on a cette autoroute d'information qui parle de la périphérie, qui passe par la moelle épinière. Il y a déjà un processus de filtrage qui se fait au niveau de la moelle épinière. Mais l'information monte finalement, l'information qui est significative monte finalement vers le cerveau au niveau du thalamus. Et le thalamus distribue ces signaux vers le cortex somatosensoriel qui, lui, discrimine la localisation, mais aussi l'intensité de la douleur. Et aussi, l'information du thalamus est envoyée au cortex préfrontal et au cortex singulier antérieur, à l'ACC, pour déterminer la composante émotionnelle affective du signal. Donc, le nombre de recherches qui augmente beaucoup sur l'ACC est dû au fait que c'est un secteur clé pour, pour contrôler et pour communiquer avec d'autres régions du cerveau qui vont finalement décider de qu'est-ce qu'il faut exécuter comme comportement ou qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut réfléchir pour sortir du contexte de la douleur, pour échapper à la douleur. Et donc, on parle de régulation du top-down. L'ACC envoie des signaux en boucle vers le thalamus, vers une structure qui s'appelle la PAG, qui est une structure dans le tronc cérébral, et finalement vers la moelle épinière, où on va pouvoir filtrer de façon plus efficace les signaux. Donc, on pense que la douleur chronique, finalement, c'est une perturbation de ces mécanismes de régulation du haut vers le bas. On pense que c'est au niveau du filtrage, c'est au niveau de l'efficacité des communications entre ces différentes régions qui font qu'une douleur normalement acceptable et réversible devient une douleur chronique et intolérable. Donc, il y a évidemment un besoin médical à traiter ces douleurs et on manque actuellement d'avenues thérapeutiques, de stratégies thérapeutiques. Et notre travail sert à identifier des possibilités de cibles au niveau cellulaire ou au niveau moléculaire.
Donc, une surprise qu'on a eue et nous et d'autres groupes bien sûr, c'est le fait que quand, l'animal est en douleur, chronique, selon un modèle neuropathique de lésion d'un nerf périphérique et le nerf sciatique, heu, on se rend compte que finalement, la perturbation du circuit ne se limite pas à la périphérie ou à la moelle épinière, mais il y a aussi une hyperexstabilité des neurones pyramidaux dans l'ACC, dans le cortex, singulier antérieur. OK, donc c'est surprenant, on a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de la peau, au niveau des muscles en périphérie, et il y a un impact tout de suite sur, l'activité des neurones dans le cortex singulier antérieur. Donc on voit la différence entre les animaux contrôle, les animaux sham qui ont, subi à peu près la même chose sauf la lésion du nerf sciatique, final et les animaux en neuropathie et on voit une différence d'activité. On parle ici du firing, c'est-à-dire des potentiels d'action que les neurones envoient à leurs, neurones, cibles et donc c'est le langage des neurones dans le circuit cortical et quand on fait la courbe entre le niveau d'intensité du stimulus et le nombre de potentiels d'action, on a une différence très nette entre les animaux contrôle, les neurones contrôle et les neurones, neuropathiques. Donc comment expliquer cette hyperexstabilité qui est vraiment clé parce qu'elle fait que cette régulation top-down, du haut vers le bas, est complètement perturbée. Donc il y a différentes avenues, cellulaires ou moléculaires pour expliquer ça, mais on a voulu étudier de façon, plus spécifique l'innervation de l'ACC par les neurones de la dopamine, par les neurones qui sont situés dans une région qui s'appelle le VTA, Ventral Tegmental Area, qui envoie des projections très longues et très, branchées, très diversifiées vers le cortex préfrontal et l'ACC. Donc on s'est rendu compte en utilisant des techniques d'électrophysiologie cellulaire que la dopamine en fait inhibe ces neurones pyramidaux, les mêmes qui sont normalement hyperexcités en conditions de douleur chronique. OK? Donc on a une inhibition qui est dose dépendante, plus on met de dopamine, plus l'inhibition est marquée et on voit encore une fois sur la fonction de ce qu'on appelle le input-output, c'est-à-dire la relation entre l'intensité du stimulus et le nombre de potentiels d'action, on voit que la dopamine inhibe de façon efficace, l'activité de ces neurones-là. Donc quel type de récepteur, de la dopamine est impliqué dans cette inhibition? La pharmacologie de la dopamine est très, très, sophistiquée. On a beaucoup de ligands, beaucoup de molécules qui servent à bloquer les différents types de récepteurs. Donc on peut savoir assez facilement quels récepteurs sont impliqués. Donc on a utilisé ces outils pharmacologiques pour démontrer que finalement c'est le récepteur de type D1, D1 receptor. Le D2 n'est pas du tout impliqué dans cette inhibition. OK? Donc on peut bloquer cet effet inhibiteur par un bloqueur du récepteur D1 qui s'appelle le SCH 23,390 et on peut mimer le rôle de la dopamine au niveau cellulaire par un agoniste, c'est-à-dire par un ligand qui va avoir le même effet que la dopamine, qui s'appelle le SKF 81,2,97. Donc ce qui se passe, c'est que, en conditions normales, la dopamine est capable de freiner l'activité des neurones pyramidaux dans la CC, OK? Mais en conditions de douleur chronique, on observe une hyperexstabilité de ces mêmes neurones pyramidaux. Donc la question simple, est-ce qu'il y a un déficit en dopamine dans l'ACC en conditions de douleur chronique? Donc c'est là où on vient à Parkinson, c'est parce qu'on a une population humaine qui justement est privée de dopamine, en tout cas a un déficit de dopamine dans le cortex, qui sont les patients parkinsoniens. Avec la prévalence dont Gabriel a parlé, qui est plus de 60 de douleur chronique qui est, détectée, qui est observée. Donc, dans nos modèles animaux, dans la souris, on a voulu mimer, l'impact d'un traitement, à la lévodopa, comme on fait chez l'humain. Donc on utilise la lévodopa pour modifier les niveaux de dopamine dans le cerveau et on utilise la carbidopa pour éviter les effets de cette augmentation de dopamine en périphérie, pour être juste, éliminer la variable périphérique. Donc on a un traitement à la L-dopa qui est, pertinent au niveau clinique et on va vérifier, on va investiguer l'impact de ce traitement par la lévodopa sur nos critères électrophysiologiques en douleur neuropathique, dans nos modèles neuropathiques. Et on voit que le traitement par la L-dopa est capable de restaurer l'activité du neurone qui passe d'une hyperactivation à une activation normale.
Et ça, on le voit sur différents types de paramètres électrophysiologiques, la input resistance et puis des courants HCN, parce qu'on a identifié un canal ionique qui s'appelle le canal HCN, qui joue un rôle important pour contrôler la réponse des neurones pyramidaux à différents stimuli. Bon, ça, c'est bien beau au niveau électrophysiologique, au niveau cellulaire, mais qu'est-ce qui se passe in vivo, globalement, sur la réponse sensorielle? Donc, on a testé les deux critères typiques de ce type de douleur neuropathique dans ce modèle en particulier, qui sont une sensibilité au toucher, qui est exacerbée, qui est pathologique, et aussi une sensibilité au froid, qui est aussi pathologique. Donc, on voit que le traitement par la L-DOPA est capable de restaurer la sensibilité au toucher, donc ce qu'on appelle l'allodynie tactile est éliminée. Ça, c'est le côté neuropathique et le côté contralatéral qui est le contrôle négatif. Et on voit aussi qu'on est capable de supprimer cette réponse anormale au froid par un test qu'on appelle le test à l'acétone. Et donc, la lévodopa a vraiment un rôle analgésique dans ces modèles. Okay, donc, c'est comme si on restaure le niveau de dopamine dans le cerveau, et on pense que c'est dans l'ACC que c'est important aussi. Et là, on est capable de restaurer, donc, de supprimer la douleur qui est évoquée par les stimulus tactiles ou les stimulus thermiques. Bon, on parle de douleur évoquée, mais la plupart des patients atteints de douleurs chroniques, y compris les patients parkinsoniens, en fait, perçoivent une douleur spontanée qui n'est pas évoquée. Donc, on a un modèle animal pour détecter ce type de douleur spontanée et pour vérifier qu'elle est sensible à différents types d'analgésiques. Et c'est ce qu'on appelle le Condition Place Preference, c'est le CPP, où c'est basé sur le fait que l'animal, qui est assez intelligent, peut associer un environnement particulier à un traitement particulier. Okay, si il est en douleur chronique et qu'on lui fournit un analgésique dans un compartiment A par rapport au compartiment B, il va associer le compartiment qui correspond à une réponse qui correspond pour lui à moins de douleur. Okay, il va aller chercher ce compartiment particulier. Donc, on n'est pas obligé de fournir à l'animal des stimulus particuliers. C'est lui-même qui va décider où est-ce qu'il se sent mieux par rapport au traitement. Et en fait, c'est le meilleur modèle qu'on ait actuellement pour prédire si une molécule est analgésique ou pas. C'est si elle est capable d'induire ce comportement qu'on appelle le type CPP. Et les opiacés sont des inducteurs de CPP. La gabapentin, c'est-à-dire le Neurontin ou l'Irica, sont capables d'induire CPP. Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens et aussi l'acétaminophène, l'idocaine aussi, qui est un analgésique périphérique, est capable d'induire CPP. Donc la question, est-ce qu'un agoniste du récepteur D1 qu'on injecte uniquement dans l'ACC est capable d'induire le CPP? La réponse est oui. Okay, donc ça veut dire que la dopamine, par l'intermédiaire du récepteur D1, est capable d'induire CPP. Alors vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas l'évodopa directement pour induire un CPP. C'est que l'évodopa, c'est juste un précurseur de la dopamine. Donc ça prend du temps avant que le lévodopa soit converti en dopamine. Et le contexte CPP nécessite une synchronisation entre l'association du compartiment et le traitement. Okay, et c'est ce qu'un ligand dopaminergique de type D1, comme le SKF, est capable de faire. Donc, si le CPP peut être modulé par la dopamine et ses récepteurs, normalement, on peut moduler aussi le CPP qui est induit par les analgésiques classiques. Donc, on a utilisé un système avec la gabapentin, donc c'est Neurontin ou l'Irica, c'est le même type de mécanisme, qui induit un CPP. Okay, mais si on bloque le récepteur D1, on bloque aussi le CPP qui est induit par la gabapentin. Ça veut dire que la réponse analgésique à la gabapentin nécessite le fonctionnement du récepteur D1 dans la CC. Donc, on peut aller même plus loin que ça. On peut utiliser un modèle qui est non neuropathique, un modèle qui n'est pas central, un modèle de douleur post-chirurgicale. Donc, c'est une petite incision au niveau de la patte arrière, okay, qui induit une douleur qui va juste durer quelques jours. Et on sait qu'on peut bloquer cette douleur post-chirurgicale tout simplement par un anesthésique local, par la lidocaïne. Okay, donc, c'est ce qu'on fait. On a un CPP qui est induit par la lidocaïne, très nettement. Par contre,
Si on bloque le récepteur D1 dans l'ACC avec un bloqueur spécifique comme le SCH, on bloque aussi le CPP qui est induit par la lidocaïne. Donc même une anesthésie locale périphérique dépend pour la perception de la douleur de l'activité des récepteurs dopaminergiques dans l'ACC. Ok, donc on peut dire, on peut conclure, et différentes équipes aussi convergent sur cette conclusion-là, c'est que la perception de l'analgésie, ok, qui est positive évidemment, dépend d'une signalisation dopaminergique dans l'ACC. Okay, nous, on a découvert un mécanisme en particulier basé sur l'activité des neurones pyramidaux par les canaux HCN, mais d'autres équipes et nous-mêmes travaillons sur d'autres composantes cellulaires et moléculaires dans ce même cortex ACC qui vont converger vers la même action de la dopamine, et vers la même action analgésique finalement. Donc on parle de moduler l'activité des neurones GABAergiques, les neurones inhibiteurs, et moduler à la fois aussi l'activité des neurones pyramidaux. Okay, donc ça va faire un contrôle top-down qui va être rééquilibré, qui va être plus normal, avec un bon filtrage des informations périphériques et avec une analgésie qui va être perçue comme positive. Donc la dopamine n'est pas la seule monoamine, n'est pas le seul neurotransmetteur ou neuromodulateur qui jouerait un rôle important. La norépinéphrine aussi joue un rôle important, et on sait que ça passe par les récepteurs alpha-2 avec un couplage de type GI pour les aficionados des transductions. Et la sérotonine aussi joue le même rôle que la dopamine dans ce système-là, par l'intermédiaire des récepteurs 5-HT7 et un couplage GS, très comparable au couplage D1 GS de la dopamine. Donc, ce que font ces monoamines, c'est qu'elles contrôlent vraiment comment l'information qui arrive sur les dendrites des neurones pyramidaux est capable d'être transmise au niveau du corps cellulaire, au niveau du soma des neurones pyramidaux, et c'est là où se fait la décision, firing ou pas firing. Okay, et c'est comme ça que le top-down regulation de la douleur est initié au niveau du cortex. Donc, comme je vous ai dit, ce sont juste ici des données qui vous montrent qu'il y a un déficit du contrôle inhibiteur par les neurones GABAergiques en condition de douleur neuropathique. Et on voit que l'inhibition par SKF 81, par le ligand D1, est beaucoup moins efficace en douleur neuropathique. Okay, donc, encore une fois, le circuit est hyper activé de façon pathologique. Donc, on est en train d'aller plus loin en termes de type cellulaire qui est engagé. Les deux grands types d'interneurones GABAergiques qui sont les candidats pour cette inhibition sont les neurones GABAergiques somatostatine et les neurones GABAergiques parvalbumine, PV. Donc, on est en train de dissocier ces deux hypothèses, ces deux scénarios-là, pour savoir lesquels jouent un rôle prépondérant. Donc, on travaille aussi sur le fait qu'on est capable maintenant de mesurer les niveaux de dopamine in vivo sur l'animal libre de mouvement par des capteurs, par des senseurs fluorescents. Donc, on place une fibre optique dans la région concernée. Pour nous, c'est l'ACC. Et on est capable de mesurer en temps réel et in vivo les niveaux de dopamine qui fluctuent en fonction des différents comportements, en fonction des différents traitements, que ce soit des circuits de récompense qui sont activés ou des circuits de douleur qui sont activés. Et donc, on va mieux comprendre comment le niveau de dopamine peut fluctuer en conditions de douleur aiguë ou en conditions de douleur chronique grâce à ces nouvelles technologies-là. Je crois que je vais terminer là-dessus en remerciant mes collaborateurs, en particulier mon ex-étudiant PhD qui est maintenant postdoc, Kevin Lançon, et aussi en collaboration, on a obtenu ces résultats en collaboration avec l'équipe de Frank Poreka à U Arizona Tucson, et en particulier avec Edita Navratilova, et le support apprécié évidemment des IRSC, de NSERC, et puis du réseau québécois de recherche sur la douleur, bien sûr, et la fondation Louise et Alan Edwards.